Vous venez en Bretagne pour jouer des airs traditionnels et disons classiques d'inspiration celtique. Ça fait depuis des années 70 en fait que vous connaissez véritablement cette musique. Comment vous êtes venu vers la musique traditionnelle irlandaise, écossaise? Mais c'est surtout en jouant des pièces des manuscrits anglais où il y avait des tablatures, notamment l'une des plus importantes qui s'appelle la Manchester Gamba Book, qui est un livre de manuscrits de la librairie de Manchester, qui date de la première moitié, la fin de la première moitié du XVIIe siècle, et dans lequel il y a une vingtaine de scordatura, c'est-à-dire, on va dire, de manière différente d'accorder la viande de corps. Et dans ces différentes candidatures, j'en ai trouvé quelques-unes qui sont parfaites pour jouer la musique celtique. Et j'ai trouvé dans ces manuscrits des pièces qui sont de claire origine celtique. Et c'est en jouant ces musiques que je me suis, tout à coup, j'ai pris conscience que ces répertoires traditionnels. Donc j'ai commencé à faire des recherches et j'ai trouvé beaucoup de pièces qui marchaient très bien. Et c'est comme ça que j'ai aussi me suis mis au-dessus des agnoles, par-dessus les viols, pour avoir le répertoire aussi le plus proche de Fiddle. Et comme ça, j'ai travaillé pendant quelques années, dizaines de milliers de pièces que j'ai lues, j'ai travaillé de ces résultats. J'ai publié pour la première fois dans l'année 2008 mon premier travail là-dessus. Et après, c'est suivi en 2010, deuxième travail. Est-ce que la réception de ces travaux, assez originaux, a été bonne du côté de l'Irlande et de l'Écosse, chez les musiciens irlandais traditionnels? Je suis seulement, je dirais que j'ai eu en général de très bonnes critiques et que c'était le premier ces disques de musique classique étaient tous dans les premières rondes de palmarès de meilleures ventes. Donc ça a attiré beaucoup d'intérêt. Je pense que ça, en général, ça intéresse beaucoup. Il y a environ des musiciens irlandais qui me demandent de jouer avec eux, de faire des projets ensemble. Et je pense qu'il y a eu des réactions très positives, mais aussi quelquefois des musiciens folkloriques traditionnels qui ne comprenaient pas ma démarche de faire la musique ancienne. Vous voyez, c'est pas, c'est une démarche quand même qui tranche avec les démarches. La musique celtique aujourd'hui est jouée par beaucoup de musiciens et beaucoup de bons musiciens, mais qui la jouent avec une perspective totalement moderne, avec des guitares modernes, avec des claviers modernes, avec des pianos, avec toute cette musique qui a suivi les goûts de l'époque. Et notre démarche était de dire voilà, on va rejouer ces musiques comme on pouvait l'imaginer qu'il était joué au XVIIe et XVIIIe siècle, avec un accompagnement de l'harpe celtique, Mhm. d'ailleurs pas d'instrument moderne, tout simplement la mélodie simple, sans aucun rajout. Et ça, bon, pour certains musiciens qui sont habitués à tout ça, ils ont trouvé ça peut-être un peu une démarche trop austère, possiblement. Mais la vérité, c'est que je n'arrête pas de faire des concerts et de tourner avec ces programmes. Prochainement, j'étais au Festival de l'Orient et prochainement, l'année prochaine, je fais une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande avec ces programmes. Et ça suscite beaucoup d'intérêt. Oui, parce que finalement, on retrouve un petit peu le fond qui semble avoir été quand même existant pendant une période, par exemple avec O'Carolan, qui savait véritablement, pour faire une musique un peu plus classique, s'inspirer tout de même des traditions populaires de l'Irlande. Absolument, et c'est des compositeurs extraordinaires, mais qui ont été un peu méprisés par une incompréhension, par le fait que ces musiques, on écrit seulement que la mélodie, l'accompagnement est improvisé. Donc, dans l'histoire de la musique, ces compositeurs passent comme des compositeurs folkloriques. Et c'est un peu le même phénomène qui s'est produit avec les suites de Bach, de violoncelle, que pendant beaucoup de siècles, les gens pensaient que c'était une musique incomplète, que c'était une étude. Jusqu'à que Pablo Casals les a joués en concert et dit voilà, non, c'est des œuvres complètes et très belles. Et là, on a découvert que ces musiques pouvaient en fait faire des chefs-d'œuvre. Donc, d'une certaine manière, un peu la démarche que je fais, c'est de dire voilà, écoutez, ces mélodies n'ont pas besoin de rajout, elles sont en elles-mêmes complètes. Elles apportent une émotion, une beauté que
dissonance. On peut rajouter une harmoniste qui fait quelques supports harmoniques pour une pièce lente, mais on n'a pas besoin de plus. Tout est là. Je suis bien d'accord avec vous. On va également parler du projet qui vient tout juste d'aboutir, le livre CD qui vient tout juste de sortir. Vous expliquiez, quand vous avez annoncé que votre souhait c'était de faire de la musique, on vous a dit que vous étiez fou. Et là aujourd'hui, vous travaillez à nouveau alors sur Erasme et sur les compositions particulières qu'on appelle Folia. Pourquoi ce retour? Parce que vous avez déjà, il y a quelques années, produit des disques autour de ces musiques. Là, j'avais travaillé, j'ai fait 2 projets autour de la folie en tant qu'œuvre instrumentale, en tant que base pour des variations. Là, c'est vraiment le texte d'Erasme qui s'appelle L'éloge de la folie, qui est un texte sublime, une vision critique de l'homme, de l'humanité, des politiciens, des philosophes, du clergé, des papes, des cardinaux, de tout. C'est une critique d'une actualité surprenante. Et ce qui m'intéressait ici, c'était de mettre en valeur toute la pensée de ces grands humanistes, ces dialogues avec les princes à l'époque, ces conseils qui donnaient, ces adages qui sont fabuleux, et surtout aussi ces dialogues avec Luther, et sa conception d'une Europe culturelle, d'une Europe unie, sens profond, éthique et vraiment spirituel. Et je pense que c'est un message aujourd'hui très important de se rappeler. Et il ne faut pas oublier que ces grands humanistes avaient déjà fait une prévision de ce qui se passe aujourd'hui. Les textes que nous citons dans ce projet de Thomas More, le grand ami d'Erasme, écrit dans son livre L'Utopie, dit que dans un monde où tous seraient dominés par l'argent, ces mondes seraient gérés par des escrocs et des gens sans aucun scrupule. Et dans ces mondes-là, il n'y aurait pas de paix ni de justice sociale. Vous avez de 1616 une description frappante de ce qui est en train de passer en ce moment dans beaucoup de pays. C'est quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des gens qui voyaient déjà venir, Erasme nous parle constamment de la guerre, il nous dit la guerre, ça ne sert qu'à faire des victimes innocentes, toujours. C'est pas ceux qui font la guerre qui le payent, c'est toujours les innocents qui sont là, qui ont souffert. Ça arrive tous les jours, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Syrie, que ce soit en Afrique, et personne ne dit rien. On est dans un monde quand même où on est arrivé dans une technologie extraordinaire, mais on n'a jamais eu autant de victimes des conflits armés. Alors c'est vrai, il y a dans le monde 36 millions, plus de 36 millions ou quelques de réfugiés à cause des guerres, à cause des conflits. C'était jamais arrivé un chiffre comme ça. C'est effrayant, c'est la quantité de gens qu'il y a presque dans tout un pays comme l'Espagne. Vous croyez que les musiciens ont toujours un petit peu comme certains philosophes ce rôle d'annoncer les choses, ou en tout cas d'essayer d'apaiser les choses? Alors, je pense que l'artiste en général a une fonction principale, c'est d'apporter un peu de lumière dans l'obscurité. Que ce soit la lumière de l'espoir, la lumière de la beauté, la lumière de la réflexion, la lumière on a besoin de lumière. On est dans un monde dans lequel de plus en plus on a d'ombre et on a plein d'obscurité par des choses qui sont d'injustice, des gens qu'on sacrifie, qui perdent tout et qui sont sacrifiés pour qu'une fabrique marche bien. On jette dehors des 1000 personnes. L'important c'est que l'économie marche bien. Vous voyez. On sauve les banques, mais pour sauver les banques, on met des centaines de milliers de personnes au chômage. Et ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Je pense que la fonction de l'artiste, c'est vraiment d'apporter un peu de lumière dans tout cela. Et cette lumière peut être simplement l'espoir d'avoir un peu de paix en écoutant la musique, mais aussi la réflexion sur la pensée, sur comment aider aux gens à trouver des autres voies d'action. J'espère que vous continuerez à porter ce message-là pendant très longtemps. Simplement aussi longtemps que j'aurai la tête claire. Merci beaucoup, Monsieur Savard.